Nimbus numéro 2, bonsoir, bienvenue sur le plateau du magazine scientifique de France 3 qui fera une grande place ce soir à l'astronomie et à l'astrophysique. Mais nous parlerons aussi sociologie et coup de foudre. Tout de suite, le sommaire de Nimbus. Cataclysme sur Jupiter. Dans 3 semaines, une comète percutera la planète à 216 000 km/h. Le choc sera comparable à l'explosion de 500 000 bombes thermonucléaires. Chasseur de foudre. Avions, bâtiments, pylônes, la foudre frappe 2 millions de fois par an. Pour notre sécurité, les chercheurs tentent de la dompter. Une trace de vérité. La dernière particule élémentaire, appelée quark vérité, laisse une trace dans millionième de milliardième de seconde. La sociologie de la plage. Sous l'œil d'un sociologue, une journée de plage vue comme une expérience de laboratoire. Des rats pour un robot. L'observation de la vie sociale des rats aboutit à une surprenante application, l'invention d'un nouveau robot. Avec nous ce soir Jean-Pierre Luminet, astrophysicien. Bonsoir. Bonsoir. Luminet, franchement, c'est un nom prédestiné pour être astrophysicien. Pourquoi pas? Vous savez, lorsque j'ai publié il y a une quinzaine d'années mon premier article dans une revue spécialisée internationale, le titre était « Apparence lumineuse d'un trou noir ». Le sujet déjà en lui-même était paradoxal et j'ai appris plus tard que beaucoup de mes futurs collègues astrophysiciens ont pensé qu'il s'agissait d'un pseudonyme. Alors justement, on va parler tout au long de cette émission de vos recherches sur les trous noirs justement, mais on vous a d'abord demandé de vous plier à un exercice plutôt rare et franchement assez difficile pour un astrophysicien, c'est l'autoportrait. Je suis né il y a 43 ans, dans le midi de la France, comme vous l'entendez sans doute à mon accent. Et je suis astrophysicien à l'Observatoire de Meudon, chercheur au CNRS. Je suis un astrophysicien théoricien, c'est-à-dire que je travaille essentiellement avec un crayon, du papier et un ordinateur. Je ne fais pas d'observation. J'ai publié un livre intitulé « Les trous noirs », qui a connu un certain succès puisqu'il est publié dans de nombreuses langues, dont le chinois. Alors on peut se demander pourquoi un livre sur un concept aussi difficile, abstrait que le trou noir a du succès. Vous savez, en astronomie, il y a 2 mots magiques, Big Bang et trou noir. Le public, tout de suite, accroche sur ces 2 mots. Je crois que parce que le Big Bang nous renvoie aux origines de l'univers, donc à nos propres origines, et le trou noir nous renvoie à la fin de toute chose, car tout disparaît au fond d'un trou noir, et renvoie donc certainement l'homme à sa propre disparition. Je suis très attaché à l'idée que pour décrire les multiples facettes du monde, il n'y a pas un langage unique, qui serait par exemple le langage de la science. Il y a d'autres langages, plus subjectifs, mais tout aussi riches en découvertes. L'art fait partie de ces langages. Avec mon ami le compositeur Gérard Griset, nous avons conçu un spectacle un peu étrange, qui est un spectacle musical et astronomique, puisqu'il s'agit en fait d'une musique qui est jouée par des percussionnistes humains et un percussionniste non humain, en l'occurrence une étoile, située à des milliers d'années-lumière de nous, et qui au moment du concert nous délivre un rythme extrêmement régulier. Ce sont des étoiles particulières que l'on appelle les pulsars, qui fonctionnent comme de véritables métronomes cosmiques. C'est un rythme de lumière que l'on peut transformer en rythme sonore, et ce rythme sonore cosmique interagit avec les rythmes joués par les êtres humains. Votre démarche est plutôt originale, Jean-Pierre Luminet. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller physique, astrophysique et musique? L'harmonie des sphères, sans doute. Jean-Pierre Luminet, c'est un hasard, mais on a vraiment le sentiment que l'actualité est de notre côté. Il y a quelques jours, un météorite est tombé au Canada. C'est plutôt rare, ça. Oui, il en pleut souvent, vous savez. Il en pleut souvent. Alors, à la mi-juillet, en fait, il va y avoir un événement absolument exceptionnel cette fois. Une comète va percuter de plein fouet Jupiter à une vitesse inimaginable. Jamais jusqu'alors les scientifiques n'ont pu observer une telle collision céleste. Alors, cataclysme ou pas, un événement exceptionnel que vous décrypte Nimbus en avant-première. Dans 3 semaines, entre le 16 et le 22 juillet, les débris d'une comète appelée Shoemaker-Levy vont frapper Jupiter à plus de 216 000 km/h. Jamais les hommes n'auront été témoins d'une telle collision dans l'espace. Le choc sera effroyable, équivalent à celui produit par l'explosion de 500 000 bombes thermonucléaires, soit 10 000 fois tout l'arsenal nucléaire de la Terre.
Ce cataclysme se déroulera à 530 millions de kilomètres de notre planète qui en a sans doute connu un semblable il y a 65 millions d'années. Une catastrophe qui aurait entraîné la disparition des dinosaures. Les bombardements cosmiques frappent toutes les planètes du système solaire et laissent à leur surface de gigantesques cicatrices. Les cratères sur le sol de la Lune et de Mars ont été creusés par les impacts de grands météorites. Ceux qui se dirigent vers notre Terre se désintègrent généralement en pénétrant dans l'atmosphère terrestre. Mais en 1908, 160 000 hectares de forêt en Sibérie, soit 2 fois la surface de la Corse, furent pourtant ravagés par un fragment de météorite dont le diamètre ne dépassait pas 50 mètres. Or, la taille des 21 fragments de la comète, qui vont percuter Jupiter dans 3 semaines, oscille entre 700 mètres et 4 km de diamètre. On imagine l'ampleur de la catastrophe cosmique. Juillet 1992, lors d'un précédent passage aux abords de Jupiter, la comète semble s'être disloquée avant que quiconque sur la Terre n'ait repéré son existence. C'est en mars 1993 qu'elle fut découverte par 3 Américains. Ils l'ont décrite comme un collier de 21 perles étirées dans le ciel sur 160 000 km. La comète, vieille de 4 milliards d'années, va venir mourir sur Jupiter. Cette planète immense, grosse comme 11 fois la Terre, possède 16 lunes en orbite, et sa masse est 317 fois supérieure à celle de notre planète. Jupiter se présente comme un maelstrom de gaz liquéfié composé de 90% d'hydrogène. Et c'est dans cette masse dangereuse que la comète va s'enfoncer jusqu'à une profondeur qui peut varier de 25 à 300 km. Lorsque le Soleil se lèvera sur Jupiter ce matin-là, la reine des planètes perdra sa sérénité. Certains spécialistes s'attendent, après le choc, à voir un formidable bolide de feu monter jusqu'à 3000 km dans l'atmosphère. Ce jour-là, la planète géante va nous offrir un spectacle de cataclysme cosmique. Alors, on va revenir sur ce scénario catastrophe dans quelques secondes, mais j'ai d'abord envie de vous poser une question de néophyte. Une comète, qu'est-ce que c'est? Oui, bien, à quelques milliards de kilomètres du Soleil gravitent lentement d'innombrables blocs rocheux amalgamés de glace et de poussière. Et de temps en temps, l'un de ces blocs se détache et plonge en direction du Soleil. Si bien qu'au bout de quelques années, ces sortes de boules de neige sales, parvenues dans les parages brûlants du Soleil, se mettent à s'évaporer et perdre les gaz qui forment une immense chevelure ressemblant à une chevelure flottant au vent, d'où le nom de comète qui signifie chevelure en latin. On peut imaginer une telle collision entre une comète et la Terre? Ah certes, toutes les planètes du système solaire sont bombardées par des météorites, des morceaux d'astéroïdes ou des comètes, mais les événements sont tout de même assez rares. Alors revenons à celle qui va percuter Jupiter. Est-ce qu'on peut effectivement croire à ce scénario catastrophe? Oui, quand on imagine qu'il y aura une série de 21 montagnes qui frapperont Jupiter, on peut effectivement s'attendre à un véritable cataclysme cosmique. Cela dit, il ne faut pas oublier que Jupiter est une planète gazeuse, n'a pas de croûte solide, donc les effets de la collision entre une comète et Jupiter ne seront pas du tout les mêmes que ce qu'il pourrait y avoir dans une collision entre une comète et la Lune, par exemple. Alors essentiellement, ces corps rocheux, ces morceaux de comète, vont plonger plus ou moins profondément au sein de l'atmosphère de Jupiter. Alors on peut attendre des choses spectaculaires. Par exemple, si les blocs rocheux sont très gros, plusieurs kilomètres, ils vont plonger très profondément dans Jupiter et engendrer un immense champignon qui pourrait s'élever à plusieurs milliers de kilomètres de hauteur. Alors ça veut dire que tous les astrophysiciens et les scientifiques attendent cet événement avec énormément d'impatience, j'imagine. Inutile de vous dire que tous les télescopes de la Terre seront braqués entre le 16 et le 22 juillet sur la planète Jupiter pour essayer d'observer cet événement. Et non seulement les télescopes au sol, mais également quelques télescopes qui sont embarqués sur des vaisseaux spatiaux. Par exemple, la sonde Voyager 2, qui avait exploré il y a quelques années le système solaire, va se retourner
pour voir le point d'impact. Quelles sont les informations que les scientifiques peuvent retirer d'une telle collision? Beaucoup d'informations, d'une part sur la nature même de la planète Jupiter. Finalement, cette comète qui va frapper Jupiter, ce sera un petit peu comme un coup de gong sur une cloche qui va se mettre à vibrer. Et en analysant les sortes de vaguelettes qui vont être créées au moment de l'impact, les astrophysiciens vont pouvoir comprendre la structure interne de Jupiter. Alors, dernière question, encore une fois pour les néophytes. Est-ce que les astronomes amateurs vont pouvoir voir quelque chose? Vraisemblablement pas, car l'événement est extrêmement lointain. Il n'est pas impossible, toutefois, que la luminosité de Jupiter se mette à augmenter d'une façon visible par des petits télescopes d'amateurs. Nous allons maintenant rester en plein ciel, mais beaucoup plus près de notre bonne vieille Terre. Tout au long de cet été, des centaines de milliers d'orages vont éclater, éclairs et ciels zébrés. Nous sommes partis sur les traces des chasseurs de foudre et de tous ceux qui tentent d'écarter ou de détourner la colère des dieux. La foudre, vous l'avez tous vu, mais ce soir, Nimbus va plus loin. Vous comprenez cette fascination pour la foudre, pour les orages? Bien sûr, ce sont des phénomènes célestes. D'ailleurs, vous savez que dans la Grèce antique, il y a plus de 2000 ans, on pensait que la foudre et les comètes étaient des phénomènes du même ordre, relevant de l'atmosphère. Aristote avait appelé cela les météores. Ça veut dire que vous vous sentez proche des scientifiques qui travaillent sur la foudre ou vous ne vous voyez jamais? On n'a pas beaucoup de contacts. On travaille effectivement au propre figuré à des milliers d'années-lumière de distance. Alors il faut être franc, Jean-Pierre Luminet, l'actualité scientifique est parfois un peu difficile, un peu complexe. Quand on a annoncé il y a quelques semaines la découverte du top quark, du dernier quark, le public s'est vraiment demandé de quoi en parler. Au fait, de quoi on parle? De quelque chose de complètement fascinant, puisqu'avec le quark, on pense avoir peut-être trouvé l'élément premier, le constituant ultime de la matière. Alors justement, Nimbus veut aider le public à décoder ce genre d'informations, décodage d'une particule élémentaire de la matière qui nous parle en fait de la création de notre monde il y a 15 milliards d'années. Depuis 20 ans qu'on la traque, on a enfin fini par mettre la main dessus. Près de Chicago, dans le plus puissant accélérateur de particules du monde, pas moins de 450 physiciens ont été requis pour apporter les preuves de l'existence de la dernière particule élémentaire qui constitue la matière, le quark top, appelé aussi quark vérité. Pour les physiciens, les particules de matière sont au nombre de 12, 6 du type de l'électron et 6 autres appelés quarks. Alors, les deux plus légères de ces quarks forment le proton et le neutron. Alors, ce qu'on vient de découvrir récemment, mais cette découverte mérite une confirmation, c'est le 6e et plus massif de ces quarks, le quark top ou quark vérité. Les physiciens pensent donc que toute la richesse de l'univers s'est composée avec cette palette réduite de particules élémentaires, exactement comme dans ce tableau, où le charme et la beauté sont représentés avec quelques couleurs seulement. Le charme, la beauté, l'étrangeté, la vérité, ce sont les noms que les physiciens ont donnés à ces dernières particules qu'ils ont imaginées. On avait prédit l'existence du quark top, on avait également prédit sa masse. Alors, ce qui restait à faire, c'était à le mettre en évidence d'une façon directe, mais à cause de la masse extrêmement élevée de ce quark, ça a été très difficile. Ça ne pouvait être fait qu'à un seul endroit, au laboratoire Fermi à Chicago, avec l'accélérateur le plus énergétique au monde. Et l'énergie de ces particules qui rentrent en collision va se matérialiser de temps en temps sous forme d'événements contenant ce quark top. Alors en fait, on ne détecte pas directement le quark top, car il se désintègre très vite. Très vite, c'est en fait très vite, en un millionième de milliardième de seconde. En fait, ce qui peut être détecté, ce n'est pas le quark top directement, mais ces produits de désintégration, ces enfants, qui laissent des traces qui, elles, sont détectées par nos instruments. Ce quark top, c'est une particule réelle, mais qui n'existe plus à l'état naturel. Donc, il faut en fait remonter dans le temps. Alors, c'est un peu la même chose que dans le film de Spielberg, Jurassic Park, où pour recréer les dinosaures qui vivaient il y a une centaine de millions d'années, il a fallu réutiliser l'ADN. Donc là, on réutilise les accélérateurs pour recréer les conditions initiales du Big Bang, la première seconde après le Big Bang, dans lequel ces quark top existaient à l'état naturel.
L'univers n'a pas toujours été identique à lui-même. Il est en expansion, il se dilue, il se refroidit. On s'aperçoit qu'il était totalement différent, l'univers d'il y a 10 ou 15 milliards d'années. Différent parce que tous ces objets qu'on voit aujourd'hui, les galaxies, les étoiles, les planètes, ne s'étaient pas encore formés. L'univers était réduit à sa matière première, encore sous une forme informe, si je puis me permettre ce langage, une forme qui n'était pas encore différenciée, qui n'était pas encore structurée. Et cette forme, c'était quoi? C'était une sorte de magma, de soupe, de bouillie de particules. Et essentiellement, d'ailleurs, au sein de ces particules, les quarks. Alors les quarks étaient là, et c'était même la seule chose, avec d'autres particules, qui faisait l'univers de l'époque. Il y a quelques années, on a eu les résultats il y a 2 ans, les astronomes ont lancé un satellite qui s'appelait COBE, qui nous donnait une information sur cet univers passé, sur cet univers tel qu'il était il y a 15 milliards d'années. Et ce que nous a donné COBE, c'est un cliché, non pas un cliché optique, mais une sorte de trace thermique, si vous voulez, de l'univers tel qu'il était à cette époque. C'est-à-dire bien avant que les étoiles, les galaxies se forment, bien avant que l'univers soit structuré. En science, il y a 2 sortes de découvertes. Parce que les savants, les physiciens, les scientifiques font travailler leur imaginaire et imaginent des théories, imaginent des modèles. Et on peut dire qu'il y a des découvertes ou des observations qui viennent confirmer leurs idées. Et il y a au contraire des observations qui viennent montrer que tout ça s'écroule. Alors dans le cas de la découverte du dernier quark, c'est une découverte, c'est une observation qui vient confirmer les idées qu'on avait déjà. Il manquait cette petite pièce pour montrer que tout allait bien. On l'a trouvée, on est content. Le but du physicien, c'est en fait de simplifier et d'avoir le moins de paramètres possible. Alors en fait, l'idée des quarks dans les années 60, c'est une idée simplificatrice. Elle est apparue parce qu'à cette époque-là, on connaissait un grand nombre de particules et on a pu interpréter ces particules en un nombre restreint, un nombre plus restreint de sous-particules qu'on a appelées quarks. Et je crois qu'il faut rappeler que, comme le disait Einstein, que si la nature est compliquée, les principes, eux, sont simples. Cette découverte, c'est vraiment quelque chose qui vous passionne. Qu'est-ce qui vous fascine dans ces quarks ? Le fait que les quarks sont peut-être le constituant ultime de la matière. Vous savez, depuis que le grec Démocrite a émis l'idée que la matière pouvait être constituée d'éléments insécables qu'il a appelés atomes, l'homme a sans cesse cherché à aller plus loin dans la structure interne de la matière et à trouver quelque chose de toujours plus petit. Alors on a découvert effectivement qu'il y avait quelque chose de plus petit que les atomes, il y avait un noyau et des électrons, et puis après on a découvert que le noyau lui-même était composé d'éléments plus petits, les protons et les neutrons, et aujourd'hui on a découvert que les neutrons et les protons eux-mêmes sont constitués de sortes de billes, qui s'appellent les billes vraiment fondamentales, que sont les quarks. On est sûr qu'elles sont vraiment fondamentales, que ce sont les plus petites particules possibles ? Non, je dois dire que non. Il est possible que les quarks soient eux-mêmes constitués d'unités encore plus petites. On a du mal à percevoir en fait la dimension de cette découverte. Est-ce que c'est une révolution scientifique ? Ce n'est pas une révolution scientifique en ce sens que les quarks étaient attendus. Ils ont été prédits et calculés par des théoriciens qui avaient prédit l'existence de 6 quarks. Jusqu'à présent, 5 avaient été découverts expérimentalement. Et maintenant, il semblerait que le 6e ait enfin été détecté. Donc c'est finalement une confirmation réconfortante pour tous les physiciens des particules de quelque chose que l'on soupçonnait déjà. Alors, on l'a vu dans ces découvertes, il y a une manière de travailler qui est de poser un principe, puis ensuite d'essayer de le confirmer. C'est votre manière aussi de travailler ? Oui, il y a effectivement plusieurs façons de travailler. Parfois, vous savez, la science progresse par le fait qu'il y a une découverte extraordinaire qui est faite par hasard. Et alors là, ça occasionne souvent une véritable révolution scientifique parce qu'il faut refaire les modèles, les théories. Et plus souvent, il y a des modèles et des théories qui fonctionnent, qui font des prédictions, et ces prédictions sont ensuite confrontées avec le monde réel. Et lorsque l'expérience dit oui, la théorie était juste, alors on continue. C'est quelque chose qui nous a un petit peu intrigué dans votre autoportrait, c'est que vous dites vous-même, moi je travaille avec un stylo et un ordinateur. Ça veut dire que vous n'avez jamais l'œil dans un télescope en train de regarder ces étoiles qui vous fascinent tant ?
Eh bien non, je laisse ça le soin aux observateurs. Moi, ce qui me fascine dans l'astrophysique, et en particulier les domaines dans lesquels j'ai travaillé, le trou noir, c'est de réfléchir sur des concepts étranges, mettant en jeu des interactions subtiles entre l'espace, le temps, la matière. Alors j'élabore des théories, des modèles qui un jour peut-être, de mon vivant ou après, seront vérifiés ou infirmés par l'expérience. C'est pas un paradoxe à la fois d'être passionné par les quarks et de travailler sur les trous noirs? Ah, je ne pense pas. Tout cela relève de la même quête, en quelque sorte, d'une certaine harmonie, d'une certaine unité du cosmos, capable de rendre compte de cette fantastique diversité qu'il y a entre toutes les espèces de particules élémentaires, les planètes, les étoiles et les galaxies. Alors, astrophysique, recherche fondamentale, Nimbus se penche aussi sur les sciences humaines, sur la sociologie. Vous ne savez peut-être pas qu'en partant en vacances bientôt et en vous rendant sur la plage, vous allez devenir l'objet de recherche du très estampillé laboratoire du CNRS. Alors, bikini ou serviette de bain, c'est le laboratoire de Jean-Didier Urbain. Pas de doute, la science, c'est vous. Pour vous, astrophysicien, la plage, c'est une science ? Oui, en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'expression poétique sociale. Il y a effectivement les sciences dites humaines qui regroupent des sciences de la vie comme la biologie, la médecine, et les sciences plus sociales. Et puis il y a les sciences de la matière dont nous avions parlé jusqu'à présent. Mais de toute façon, il s'agit bien là de science, en ce sens que la science, c'est quoi? Eh bien, la science essaie de tirer des lois générales à partir de faits apparemment éparpillés, différents les uns des autres. C'est exactement ce que fait ce sociologue sur la plage, puisqu'il examine des comportements apparemment étranges des individus, le fait par exemple de manger une tomate crue plutôt qu'un poulet rôti, le fait de mettre ou de ne pas mettre le haut du maillot de bain, et il replace tous ces éléments-là dans un contexte plus général qui est le comportement d'un petit groupe d'individus dans un lieu particulier qui est celui d'une plage. Alors, les hommes observés à la loupe, c'est vrai qu'on est plus habitué à parler de rats de laboratoire. Et justement, vous ne saviez sûrement pas que certains de ces charmants mammifères ont permis l'élaboration d'un robot d'un tout nouveau genre, des rats voleurs ou serviables à qui l'on impose un plongeon dans une piscine. Gros plan sur le laboratoire de biologie comportementale de Nancy. Ce rapprochement entre robotique et comportement animal, ça vous inspire quoi ? Oui, ce rapprochement en fait entre biologie d'une part et robotique d'autre part traduit finalement une sorte de rapprochement entre le vivant et l'inerte et pour aller plus loin finalement entre l'homme et la machine. Et cela, c'est tout le problème de ce que l'on appelle l'intelligence artificielle. Merci Jean-Pierre Luminet d'avoir été notre invité. Cette émission se termine. Restez avec nous encore quelques secondes. Si vous voulez vous référer aux livres qui nous ont aidés à préparer cette émission, tout d'abord sur le sujet de la foudre justement, c'est un livre écrit par Claude Gary, publié aux éditions Masson. Et puis toujours sur ce sujet, le sujet de la foudre, notre confrère Science et Vie Junior vient de publier un numéro à l'intérieur duquel vous trouverez un dossier tout à fait intéressant, 10 astuces pour se protéger de la foudre. C'est donc Science et Vie Junior à venir. Parlons de la sociologie de la plage maintenant, avec l'essai publié par le sociologue que nous avons interviewé dans cette émission, Jean-Didier Urbain, sur la plage. Donc, c'est publié chez Payot et c'est un essai. Notre invité Jean-Pierre Luminet, qui a publié dernièrement Les Trous Noirs, c'est aux éditions Point chez Seuil. Et puis là, c'est plus étonnant. Vous nous avez un peu surpris, il faut le dire. À mon avis, vous avez surpris vos confrères. Un recueil de poèmes, Jean-Pierre Luminet, Noir Soleil, cette fois, c'est aux éditions du Cherche-Midi. En fait, vous êtes un amoureux des mots. Oui, je pense que science et poésie font bon ménage, plus généralement science et art d'ailleurs. Alors, vous nous avez aussi conseillé un livre, c'est le principe de cette émission. On demande à tous nos invités de nous conseiller un livre. Ce livre, c'est Les Découvreurs de Bourchtine. C'est effectivement un livre passionnant, car finalement il raconte la plus grande épopée de l'homme, qui est l'aventure scientifique, c'est-à-dire cette quête inlassable pour découvrir et comprendre le monde qui nous entoure. Jean-Pierre Luminet, merci infiniment d'avoir été notre invité ce soir. Merci de vos lumières, si l'on peut dire. Enfin, pour terminer, un agenda